Place à l'actualité politique du jour. Le Sénat examine depuis cet après-midi le projet de loi sanitaire du gouvernement, celui qui avait été amputé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La droite, qui domine le Sénat, se retrouve en position de force pour imposer ses vues, ses orientations. À quoi ressemble le nouveau texte? On fait le point avec Cécile Sixou. Sorti du texte par l'Assemblée nationale, l'article 2 qui prévoit le contrôle sanitaire aux frontières a été réintroduit dans la copie des sénateurs. Une décision saluée par le ministre de la Santé lors de la discussion générale. Je me félicite que la commission des lois ait confirmé le principe de l'intérêt de cette disposition. Je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu. Pas question pour autant de reprendre tel quel l'article initialement rédigé par le gouvernement. Les sénateurs prévoient d'obliger les voyageurs à présenter un test négatif aux frontières en cas de reprise de l'épidémie avec un variant dangereux. Un compromis pour Philippe Bas, le rapporteur du texte, entre la position du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. C'est une mesure en réalité de souplesse par rapport aux moyens brutaux que l'État pourrait mettre en œuvre si cette mesure n'existait pas. Elle est virtuelle. Il est improbable qu'elle ait à être mise en œuvre, mais si elle doit être mise en œuvre, alors il faudra le faire de toute urgence. Et c'est la raison pour laquelle elle doit figurer dans le texte. Autre modification, dans sa version du texte, le Sénat met fin au dispositif de restriction des libertés et inscrit noir sur blanc la fin de l'état d'urgence. Ça veut dire que demain, le gouvernement ne pourra plus mobiliser de dispositions pour faire un confinement, un couvre-feu, ou bien un pass sanitaire, ou bien un pass vaccinal. C'est fini. Le gouvernement ne prévoyait pas d'abroger les textes qui créent ces dispositifs. Nous l'avons fait. Enfin, le texte ouvre la porte à une réintégration des soignants non vaccinés en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais sur les bancs de la gauche, on reste opposé à ce retour. Nous avons toujours considéré qu'il n'était pas normal que des médecins et personnels soignants soient contre les vaccins. Parce que les vaccins ont sauvé des millions et des millions de vies depuis de nombreuses décennies dans le monde. Donc nous sommes pour le principe de l'obligation vaccinale pour les personnels médicaux qui travaillent dans les hôpitaux. Si le texte est voté ce soir, demain les sénateurs devront s'accorder sur une version commune avec les députés. Ce nouveau projet de loi sanitaire, on en parle ce soir avec mes invités. Marion Pariset, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale et fondatrice du Cercle de réflexion Le Millénaire. Je ne me suis pas trompé? C'est bien ça. J'accueille également Jean-Pierre Mignard, docteur en droit et avocat au barreau de Paris. À vos côtés, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive France, et puis Guillaume Darey, juriste politique, dont l'œil affûté et le verbe bien placé m'accompagneront tout au long de l'émission. Alors on l'a compris, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire le 31 juillet, et ce texte remanié par le Sénat marque la fin définitive, c'est quasiment un pléonasme selon les mots de Philippe Bas, de toute mesure d'exception limitant les déplacements, confinement, couvre-feu, on vient d'y faire allusion. Du point de vue des libertés publiques, Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il était temps? Pour le moins, oui. C'est un vrai progrès quand même, parce qu'on était dans une situation où l'état d'exception devenait l'état ordinaire. C'était vraiment pas possible. Et puis, ça obligera, si vraiment des mesures ou des dispositifs plus contraignants devaient être pris, à s'expliquer. Ça obligera effectivement à ce que le Parlement, dans son dispositif nouveau, soit amené effectivement à tout appréhender. Et je pense que c'est bien pour tout le monde, y compris pour le gouvernement, que ça mettra à l'abri des tentations d'avoir à très rapidement considérer que tout est facile, on reprend une mesure. Non, je trouve que c'est un grand progrès sur le plan des libertés. Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on vit sous le régime d'état d'urgence. Oui. Si on cumule état d'urgence terroriste puis état d'urgence sanitaire... Oui, comme quoi on s'habitue. Ça fait... comme quoi on s'habitue. Et insensiblement, on s'habitue. Et donc, c'est pas... Il faudrait d'ailleurs avoir démontré que cette habitude, cette continuité dans le temps, et montrer une véritable efficacité, c'est pas vrai. Une efficacité dans l'habitude, la facilité, le confort, parce que ça existe, mais ça vous met à l'abri de devoir, dans certains cas, expliciter pourquoi on reprend des mesures de contrainte. Je suis pas contre les mesures de contrainte, mais c'est au Parlement quand même d'apprécier si elles doivent ou non être prises. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est bien prudent ? Je pense que c'est au contraire un très bon signal. Je rejoins monsieur dans ce propos, mais sur le plan politique.
et sur le plan social. Alors on parlera du plan sanitaire après. Voilà, sur le plan sanitaire, c'est autre chose. On peut discuter, mais ça dépendra réellement de l'avancée de l'épidémie et de l'évolution du virus. Est-ce qu'il reprend sa forme très dangereuse et avec des formes graves ou pas? Mais dans l'état actuel des choses, il y avait réellement une crainte qui était exprimée lors des manifestations anti-pass. Je ne parle pas des anti-vax, je parle bien des anti-pass. Beaucoup de personnes qui étaient pro-vaccination, mais qui n'acceptaient pas en fait cet état d'urgence par crainte justement de ne pas savoir jusqu'où ça pouvait aller ou quelle serait la fin et est-ce que finalement un jour on y mettrait une fin. Donc là, on vient en fait finalement rassurer toutes ces personnes qui, jusqu'à maintenant, ont commencé à se questionner sur la nature même de la démocratie en France. Est-ce qu'on est réellement dans une démocratie si on est dans un état d'urgence qu'on a entendu, on est en dictature, exactement, c'est un gouvernement liberticide. Qui incitait aussi à certaines formes de complotisme. Donc c'est très important. Oui, ça polluait le débat public pour vous. Exactement. Ça a plombé pendant longtemps le débat public. Entre les deux, il y a eu en plus la crise en Ukraine qui s'est rajoutée dessus. Donc ça a été un peu étouffé. Mais c'était encore très présent en fin d'année dernière, même en janvier. Donc aujourd'hui, on avance là-dessus, on envoie un signal positif en disant non, on est capable de revenir dessus, on est toujours dans une démocratie et ça se fait à travers le travail du Parlement. Donc c'est encore mieux puisque ça montre qu'il y a vraiment un dialogue qui peut s'instaurer entre l'exécutif et le gouvernement. Jean-Daniel Lévy, les Français n'en pouvaient plus de toutes ces mesures? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un vrai débat. C'est un débat qui, je trouve, extrêmement intéressant et un débat qui est tout à fait fondé. Mais en fait, on a quand même une peur qui existe. Et que la peur aujourd'hui a tendance à annihiler un certain nombre de représentations de la part des individus, notamment l'aspiration à l'égard de la liberté, quand bien même elle ferait partie de notre devise républicaine. Parce que si on fait un petit peu l'historique, depuis le début de la pandémie, les mesures, elles ont plutôt été acceptées par l'opinion. Elles ont été acceptées, elles ont été respectées. Et les Français qui souvent sont décrits comme étant un peuple frondeur ou éventuellement qui cherche à trouver en fait la tangente pour éviter de respecter les règles, ont très profondément respecté la plupart des règles qui ont été édictées et même en fait les comparaisons qui ont pu être faites au niveau européen, ne serait-ce que par exemple pendant la période de confinement, où avec les smartphones, on pouvait voir globalement si les Français ou les Européens se déplaçaient. On voyait bien que les Français, contre-intuitivement, étaient par exemple bien plus disciplinés que ne pouvaient l'être nos amis allemands. Donc on a des représentations qui ont complètement volé en éclats. On avait déjà eu, en fait, il y a quelques années, un premier signal où on voyait bien que dans les processus de profonde interrogation, on était prêt à restreindre son aspiration à la liberté et on acceptait un contrôle accru, voire démesuré de la part de l'État, au moment, par exemple, des attaques terroristes. Lorsqu'il y a eu un contrôle qui a été effectué de la part de l'État, de la consultation des sites Internet, etc., alors même que les Français sont férus, justement, de ce type de recours, ils avaient accepté le fait qu'il puisse y avoir ce type de mesures. Lorsqu'il y a eu en fait des mesures administratives et qui n'étaient pas forcément des mesures judiciaires, là aussi, au nom de l'urgence et au nom de la gravité, il y a eu dans l'immense majorité de la population l'acceptation de ce principe-là. Et ce débat aujourd'hui sur l'état d'urgence sanitaire a eu une résonance auprès de franges de population. Lesquelles? Mais n'a pas été, les franges qui étaient les plus à gauche et celles qui, pour faire vite, étaient les plus à droite, voire proches de ceux qui ont été décrits comme étant les mouvements des Gilets jaunes. Mais pour le reste, ce que vous nous dites ce soir, c'est que la majorité des Français ne considèrent pas qu'on vit en dictature ou dans un régime liberticide. Non, pas plus que cela. À ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Et il y a même eu en fait une interrogation sur le Conseil national de défense, en fait, avec le fait qu'on n'ait pas de connaissance de la nature des délibérés, des informations qui étaient délivrées, voire même des décisions qui pouvaient en découler. Au final, d'attaque de Jean-Luc Mélenchon, oui, je me souviens. Mais qui n'a pas eu d'incidence extrêmement forte de la part de nos compatriotes à cet égard-là. Donc, et peut-être que le débat, d'ailleurs, est resté circonscrit, comme vous l'avez indiqué, autour de Jean-Luc Mélenchon politiquement et pas forcément face à d'autres acteurs. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas eu plus d'incidence d'un point de vue général d'opinion. Alors, le texte des sénateurs fait un distinguo entre l'Hexagone et les territoires ultramarins en cas de saturation de leurs établissements de santé. Si on reste du point de vue des principes, est-ce que c'est acceptable pour vous, Jean-Pierre Migard? Non. Non, je pense vraiment qu'il y a une continuité, c'est la République. D'abord, c'est la République sur le plan du principe politique. Il y a une continuité, là, elle est évidente. Et puis surtout, ça signifie, si on réfléchit bien, que, en fait, nous ne validons pas le niveau des normes sanitaires et de la qualité des soins qui sont apportés dans les territoires ultramarins. C'est terrible parce que le regard obvié qui est porté sur notre action sanitaire est péjoratif. Alors, c'est peut-être pas efficace, mais alors faisons en sorte que ce soit efficace, plutôt que de prendre acte
d'une inégalité qui est peut-être dans les faits, mais qu'on vient soudain transcrire dans la norme. Ça, c'est un vrai problème. Ça pose un problème. Il y avait déjà eu une différenciation au moment de l'obligation, de la mise en place de l'obligation pour les soignants. Ils avaient eu un report de quelques semaines, si je me trompe pas. C'est parfaitement exact. Donc, il y a une discrimination. Alors, je ne vais pas me placer sur le plan des principes, c'est honteux, etc. Ça n'aurait pas de sens. Mais on voit bien qu'il n'y a pas égalité des infrastructures de prise en charge, des soins de prévention, et donc, très bien, ça se traduit par une discrimination. Ça me semble, alors là, pour le coup, un vrai sujet. Et c'est attaquable ? Ah ben oui. Tout est attaquable, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on gagne. C'est un avocat qui parle. Ce qui est intéressant, c'est que le débat sur les principes peut aussi faire évoluer très profondément le rapport des Français à un certain nombre de comportements ou de politiques publiques qui peuvent être déployées. Je me rappelle qu'au début, la Seine-Saint-Denis avait été stigmatisée comme étant un département globalement avec des populations qui ne suivaient pas vraiment les règles. Ils ne respectaient pas les règles, disait-on. Voilà. Et puis, en quelques semaines, on a eu une évolution considérable autour justement du taux d'équipement en termes de structures sanitaires présentes en Seine-Saint-Denis, et une évolution très profonde de la part de nos compatriotes qui sont passés en fait de la stigmatisation à la compassion, voire même à l'exigence, et en considérant que la République avait une responsabilité et qu'il devait y avoir une présence sur des territoires qui étaient des territoires moins bien équipés, comme la Seine-Saint-Denis, et que dans ce contexte-là, si jamais il y avait une augmentation importante des contaminations ou des risques dans ce département-là, ce n'était pas forcément la faute des individus, mais ça interpellait, si vous me permettez cette expression, la République dans son organisation. Tout à fait pertinent. Alors, on ne parle plus c'est vrai, on ne parle plus de passe sanitaire, on parle désormais de certificat sanitaire de voyage. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur les mots, Guillaume Darel ? Si, parce qu'on voit que justement dans ces franges de la population ou d'activistes politiques comme par exemple Florian Philippot, qu'on voit toujours très actif sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, on voit que pour eux, ça ne change rien. Ils sont en train de dire, toujours sous cette logique complotiste, regardez finalement, si j'ose dire familièrement, on essaye de nous refourguer le pass sanitaire sous un autre nom, et ce sera la même chose. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Jean-Daniel, c'est que moi, j'ai entendu à plusieurs reprises Emmanuel Macron dire en marge de déplacement qu'il avait été étonné durant les confinements successifs de la faible contestation sur le terrain. De la grande discipline des Français. Mais y compris de la part de ce qui remontait des forces de sécurité, de surveillance du territoire. Parce que lui-même concédait que c'était évidemment des mesures de restriction extrêmement fortes, absolument inédites, et qu'il s'attendait politiquement à ce qu'il y ait des mesures beaucoup plus importantes. Pour ce qui est des modifications qui sont faites aujourd'hui, je trouve que dans l'équilibre politique et des contestations et des oppositions qu'on voit, il y a une chose intéressante à relever et qui montre un peu l'évolution aussi de l'équilibre politique de ces dernières semaines, c'est l'attitude des Républicains, qui pour certains réclament la réintégration d'une partie des personnels soignants non vaccinés, si je ne dis pas de bêtises, les pompiers en particulier, ce qui est quand même un changement notable de la part d'un parti qui se dit toujours un parti de gouvernement. On rappelle que c'était une promesse présidentielle de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Alors qu'il y a encore quelques mois, Christian Jacob, qui n'est plus à la tête des Républicains, était extrêmement ferme sur l'obligation vaccinale des soignants. Comment vous l'interprétez, ce bouger ? Ça montre la difficulté, je trouve, des Républicains situés dans le débat actuel, c'est-à-dire coincés effectivement entre une partie de la radicalité, que ce soit de la NUP ou du Rassemblement national, et finalement de la fermeté politique de la majorité qui joue la responsabilité sanitaire. Mais je trouve que c'est assez symbolique de la difficulté des Républicains à se positionner aujourd'hui dans le débat public. Ça pose un problème d'exemplarité de réintégrer ces soignants vaccinés. Pour le coup, je ne partage pas du tout votre opinion. Parce que justement, la question de la vaccination des soignants, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2021, au moment où on a commencé la vaccination. Parce qu'on a commencé la vaccination en se disant ça freine la propagation et ça évite les cas graves chez les personnes qui sont vaccinées. Or, aujourd'hui, avec les évolutions du virus et les nombreux cas qui se multiplient malgré la vaccination, on peut globalement se dire que l'effet sur la propagation est assez limité. Or, dans ce cas-là, la question se pose des soignants, justement, ou des pompiers en l'occurrence. Est-ce qu'il est vraiment légitime de continuer à les tenir hors de leur milieu de travail, alors qu'on est sur un milieu qui est en souffrance, l'hôpital, avec un effet de fatigue, etc., alors qu'ils peuvent être au service et qu'au final, ils vont surtout risquer leur propre santé, puisque de toute façon, la propagation n'est pas, a priori, empêchée par le fait d'être vacciné. Alors, donc l'Académie de médecine a exprimé hier sa plus ferme opposition à ce revirement sur la question de l'intégration ou non des personnels soignants non vaccinés.
Et je vous propose d'écouter, tiens, pour rebondir sur ce que vous disiez, ce qu'on disait ce matin sur France Info, l'urgentiste Mathias Vargon. C'est ridicule parce que ça met un énorme doute sur la vaccination. C'est ridicule et c'est dangereux parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on demandera au personnel de se vacciner, on dira aux gens, finalement, que vous vaccinez ou pas, ça n'a aucune importance. Je vous rappelle quand même que ces gens qui sont anti-vax, et on peut discuter de l'efficacité du vaccin actuellement, ont refusé de se faire vacciner à un moment où le vaccin était efficace, à un moment où c'était extrêmement important à la fois pour nos patients, à la fois pour nous, et à la fois pour le maintien de l'hôpital public. Donc, tous les gens comme la LFI, comme le FN, qui veulent la fin de la vaccination, veulent la fin de l'hôpital public en réalité. Il a raison, Jean-Pierre Mignard, ça pose un problème d'exemplarité. Oui, ça pose un problème d'exemplarité, c'est certain. Si par exemple, reprenons d'ailleurs la rédaction du Sénat, d'ailleurs, elle est intéressante, c'est jésuitique d'ailleurs, parce qu'on a introduit l'idée de variants dangereux qui surviendraient. Alors, ça suppose qu'en effet, on pose un constat de ce que le variant est nouveau et qu'il est très dangereux, et qui met en œuvre le processus qui était décrit par Philippe Bas. Deuxièmement, ça va reposer la question, effectivement, des personnels soignants. Est-ce qu'il y a une autre nouvelle dose, etc. L'immense majorité s'y pliera. D'ailleurs, elle s'y est pliée. Aujourd'hui, c'est plus un très grand nombre d'infirmiers ni de médecins. On dit qu'il y a 12 000 personnes environ. Non, beaucoup moins. Il semblerait que ce soit beaucoup moins. De surcroît, dans le silence, le Conseil national de l'ordre des infirmières a joué un rôle important en termes de médiation. Donc, on n'est plus du tout dans les données chiffrées du départ, avec aujourd'hui, en effet, une maladie qui apparaît peut-être moins létale et moins dangereuse qu'elle ne l'était. C'est vrai, vous avez raison. Quand il y a un vaccin, il y a un vaccin. C'est très délicat de dire non. Est-ce que le vaccin doit être complètement et toujours efficace ? Non. Mais est-ce que le vaccin est, sur ce point, le moyen supplémentaire, le seul dont on dispose pour se mettre à l'abri ? Oui. Mais c'est vrai pour tout traitement, n'importe quel traitement. Aucun traitement n'est certain de réussir. Eux le savent bien, sont des professionnels. Donc je crois, faut pas alors hurler après, faut pas stigmatiser, mais honnêtement, on peut pas céder, parce que si on cède, je sais pas très bien, on arrive sur ce point-là. Jean-Daniel, on sait ce que pensent les Français de cette question-là ? D'une manière générale, quand on remonte un tout petit peu en amont, nous, on a toujours considéré que le pass sanitaire n'était pas uniquement un pass sanitaire, c'était aussi un pass social. C'est-à-dire les Français qui disaient « j'ai pris le risque, entre guillemets, de me faire vacciner ». Et il n'est pas normal que les personnes qui n'ont pas pris ce risque-là aient les mêmes droits que moi. Et donc le fait qu'il puisse y avoir une responsabilité de la part des individus qui accordent un certain nombre de droits était une dimension absolument centrale et à éviter, je pense, qu'il y ait une tension qui se soit vue surajoutée à celle qu'on a pu connaître, qui aurait pu traverser l'ensemble de la population française. Et donc dans ce contexte-là, on attend de la part des soignants qu'ils montrent l'exemple. Et que cette dimension d'exemple, c'est de suivre un protocole qui est un protocole de vaccination. Aujourd'hui, le débat, c'est pas est-ce que le vaccin est dangereux ou pas, c'est est-ce que le vaccin est efficace ou n'est pas efficace. Et c'est pas du tout le même registre. Donc dans ce contexte-là, on n'a pas le sentiment qu'on va se mettre en danger en se faisant vacciner. On souhaite et on considère pour une immense majorité que le personnel soignant dans sa totalité connaissent en fait cet épisode vaccinal pour pouvoir protéger les autres et pas uniquement se protéger soi-même. Ajoutons qu'il s'agit de la protection des personnels soignants aussi, des dits personnels soignants. Il s'agit de leur protection. Deuxièmement, lorsqu'on va dans un établissement de soins, quel qu'il soit, privé ou public, c'est évident que l'établissement engage sa responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont accueillies notamment, et il doit s'assurer de la fiabilité optimale de son personnel. Donc protection des soignants et de tous les soignants, de ceux-là, y compris lorsqu'ils sont réticents, mais enfin bon, on peut les convaincre, beaucoup ont été convaincus. Il ne faut pas non plus effectivement qu'on dramatise trop cette situation. Et puis deuxièmement, c'est la responsabilité des établissements de soins, ils ne peuvent pas déroger à ça. Alors si on regarde ce projet de loi sanitaire d'un point de vue un petit peu plus politicien, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Guillaume, d'avoir vu les députés LR voter contre le texte et les sénateurs LR retricoter derrière un texte qui ressemble fort au premier ? Oui, c'est ce qu'on disait il y a un instant, c'est comment va se positionner le parti des Républicains. Et finalement, on voit bien effectivement le petit jeu auquel va se prêter notamment la majorité, le gouvernement et plus directement Emmanuel Macron. Je pense que vous l'avez encore davantage entendu que moi ici dans les couloirs du Sénat. C'est clairement Emmanuel Macron a décidé de jouer le Sénat avant de jouer l'Assemblée, en particulier pour les Républicains, c'est-à-dire faire venir des textes peut-être pas qui étaient prévus au début au Sénat, par le Sénat, trouver un accord avec la droite, la majorité sénatoriale, avec la droite sénatoriale, et faire venir ensuite ce texte à l'Assemblée nationale et dire aux députés LR, c'est quand même compliqué pour vous,
d'aller modifier et de voter un texte différent de ce qu'ont fait vos amis au Sénat. Donc c'est là où on voit en partie qu'Emmanuel Macron n'a pas totalement perdu son habileté politique. Mais les sénateurs de droite vont s'y prêter, ils vont sauver la mise du gouvernement d'une certaine façon. Ils vont sauver la mise au gouvernement, mais ils seront, je pense, assez heureux de montrer que le Sénat sert à quelque chose, qu'ils ont un rôle absolument fondamental, et que dans un premier temps, comme disait Ségolène Royal, ça sera un peu gagnant-gagnant. Donc, et qu'on voit bien en plus qu'au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une ligne, il y en a plusieurs. Alors on va faire justement le point sur les Républicains à l'Assemblée nationale parce que pendant que le Sénat travaille et réécrit le texte sanitaire et en discute depuis cet après-midi, eh bien, les députés LR donnent quelques signes d'ouverture sur le texte pouvoir d'achat au Palais Bourbon. On va faire le point sur les avancées et les concessions avec Steve Jourdain. Steve, cette semaine, le Parlement se penche donc sur les mesures du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Il y a un point qui fait l'objet de tractations très politiques en coulisses, c'est la question des carburants. Oui, la question des carburants, elle sera discutée dans un texte dont l'examen est prévu à partir de demain à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une disposition qui figure dans le projet de loi de finances rectificative et c'est l'une des mesures très symboliques de ce paquet pouvoir d'achat proposé par le gouvernement. On va rappeler, Mathieu, les positions des uns et des autres. Côté gouvernement, on propose de prolonger la remise de 18 centimes à la pompe, mise en place depuis le 1er avril. Une prolongation qui irait jusqu'à cet automne avec une baisse progressive à partir du mois d'octobre. En complément, l'exécutif veut mettre en place une indemnité spécifique pour les ménages les plus défavorisés et les gros rouleurs. Côté LR, officiellement, pas question de voter précisément ce chèque carburant. On propose plutôt de garantir un prix du carburant à la pompe à 1,50 € par litre. On rappelle qu'il avoisine actuellement les 2 €. Pour financer cette mesure, les LR proposent de supprimer et de réduire les taxes sur les énergies. Oui, mais Bruno Le Maire avait dit que c'était beaucoup trop cher. Ça, c'est pour les positions de principe. Mais dans les faits, est-ce qu'il y a le début d'un compromis entre LR et le gouvernement ? On va écouter Olivier Marleix ce matin sur France Info. Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale confirme que les discussions avancent et qu'elles avancent bien. Écoutez. On est en train de discuter de tout ça. L'aide de 18 centimes, elle devait s'arrêter à la rentrée. On ne peut pas laisser nos compatriotes sans solution. Le gouvernement proposait quelque chose qui ressemblait un peu trop à une usine à gaz. Je me suis entretenu avec la Première ministre qui a fait preuve d'écoute, qui souhaite, qui a besoin que ce projet de loi de finances rectificative, il y a le projet de loi pouvoir d'achat et il y a le projet de loi de finances rectificative, soit adopté. Donc oui, j'ai bon espoir qu'on arrive à s'entendre. Alors pour l'instant, les contours d'un éventuel compromis LR majorité présidentielle sur le carburant est encore flou, mais ça pourrait passer, pourquoi pas, par une augmentation et ou la prolongation de l'aide de 18 centimes d'euros jusqu'à la fin de l'année. Dans cette équation, vous en parliez tout à l'heure, il faut intégrer les sénateurs LR, des sénateurs qui refusent la solution de leurs camarades députés les Républicains sur les 1,50 €. Bref, ce qui va être intéressant, ça va être de voir qui, chez les députés LR, va saisir la main tendue par le gouvernement. Ce texte et ces mesures sur le carburant, c'est un texte pour l'exécutif, évidemment, oui, mais aussi et peut-être surtout pour le parti LR, qui va devoir se trouver un nouveau chef d'ici à cet hiver, Mathieu. Merci Steve. Et puis il y a peut-être d'autres gestes aussi sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Marion Pariset, est-ce que c'est un dialogue durable qui est en train de s'installer là, ou ce sont des accommodements ponctuels ? Alors, il va y avoir de toute façon des accommodements ponctuels au cas, par projet. C'était l'ambition d'Elisabeth Borne, elle a clairement annoncé depuis le départ. Texte par texte, et ce sera a priori le cas. Il se trouve que là, sur le premier, il tente peut-être, je pense, l'approche la plus facile, qui est par le groupe LR. Mais c'est intéressant de mettre en parallèle le travail sur la loi sanitaire et puis sur cette loi sur le paquet pouvoir d'achat, puisque ce qu'on voit sur la loi sanitaire, c'est que justement l'Assemblée nationale et un petit peu aussi sur le pouvoir d'achat reste vraiment aujourd'hui encore la chasse gardée vraiment de la majorité présidentielle qui veut garder une position ferme, garder un peu la main sur la façon dont se déroule l'avancée du texte. Et c'est ce qui s'est vu avec le fait que finalement les oppositions conjointement ont réussi à pouvoir bloquer certains articles dans le cadre de la loi sanitaire sur l'article 2. Mais ne sont pas capables de s'allier suffisamment pour pouvoir proposer des amendements et de les faire passer contre la majorité. Et donc aujourd'hui, on l'a bien vu, sur les premiers échanges, il n'y a eu que très peu de choses très peu d'amendements de l'opposition qui ont été acceptés. Il y en a eu 2, il y a eu PCF et un amendement de LR. Donc on est encore sur quelque chose qui est quand même loin de la discussion et de la recherche de compromis à l'Assemblée nationale. Et le rôle du Sénat, pour le coup, est important, qui est une assemblée beaucoup plus discrète, beaucoup moins visible, même en termes
de communication du grand public. Et ça joue aussi. Et l'équilibre politique, bien sûr, n'est pas le même. Cette alliance majorité présidentielle LR, elle vous paraît logique, Jean-Pierre Vignard? Inévitable. Alors l'ennui, c'est qu'elle va, si, je suis d'accord sur les accords non partiels, mais si à chaque fois c'est aussi byzantin, je doute en effet que nos concitoyens vont retrouver un goût immodéré pour la politique qui va devenir quand même très peu intelligible. À la fin, ils vont devoir payer, ils verront bien ce qu'ils payent. On n'y comprend pas grand-chose. Simplement que tous ne prennent pas la même position vis-à-vis de la majorité relative. D'aucuns peut-être parce qu'ils souhaitent l'intégrer, d'autres parce qu'ils souhaitent être un soutien indispensable. Troisièmement, je pense que ceux qui vont le plus loin se disent que c'est le deuxième et dernier mandat d'Emmanuel Macron et que donc il faut peut-être commencer dès maintenant une offre publique d'achat. Alors ce que je dis peut sembler tout à fait intéressant, mais l'esprit politique est tellement bizarre qu'en effet on peut se projeter très loin. Finalement, tous les leaders de succession possibles, je vois, parce qu'on peut avoir des tas de catastrophes depuis. Regardez, on a même les cendres des feux de Gironde qui arrivent chez nous, donc je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais ils peuvent se dire, ce sera dans la famille LR qu'il y aura un candidat ou une candidate qui sera susceptible, ils le font, de rafler la mise. La mise étant Renaissance. Voilà ce que je crois. Donc tout ça va énormément jouer et va faire que si on veut discuter en vérité sur telle ou telle disposition d'intérêt général, pour certaines, on va avoir du mal à comprendre si on ne sait pas qu'un tel et un tel et un tel. C'est Byzance. Jean-Daniel Lévy, on a beaucoup lu ou entendu que les Français, par leur vote, avaient demandé aux partis de se mettre d'accord, de gouverner ensemble. Est-ce que c'est votre sentiment? Moi, c'est pas ce que j'ai lu. En tout cas, c'est pas ce que j'ai lu dans le cadre de nos études. Quand vous regardez, globalement, en fait, les électeurs qui ont voté pour la NUP se sont pas dit on va voter pour la NUP pour qu'il puisse y avoir une alliance avec la formation ou les formations qui sont proches d'Emmanuel Macron. Les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national, pas une seule seconde, se sont dit qu'il y aurait soit un gouvernement d'union nationale au sein duquel en fait les membres du RN pourraient être présents, ou alors où il pourrait y avoir des éléments de cohérence de projet. D'ailleurs, quand vous regardez les motivations de vote, elles sont là pour le coup assez orthogonales. Quand vous regardez les électeurs qui ont voté pour les Républicains, ils sont un peu plus ambigu, mais globalement, en fait, sur un certain nombre de thématiques, la reconnaissance de la valeur travail, le rapport à la liberté, le rapport à l'autorité, le rapport globalement, en fait, même à la sécurité, on a des positions qui sont plus tendues que celles qui sont aujourd'hui portées de la part des électeurs de Renaissance. Les seuls, entre guillemets, qui étaient prêts potentiellement à l'ouverture, c'est ceux qui ont donné une majorité relative, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour la formation politique qui est proche du président de la République. Alors, après, est-ce que ça veut dire que globalement il ne peut pas y avoir des accords? Si, il peut y avoir des accords, et il y a l'idée de se dire qu'on n'est pas forcément dans l'opposition systématique. Il peut y avoir des points sur lesquels il peut y avoir des dimensions de convergence qui sont portées de la part des élus. Mais en tout cas, le mandat n'a pas été de dire on va vous créer une chambre ingouvernable, mais on va vous demander quand même de trouver vous-même les conditions pour qu'il puisse y avoir une forme de sortie de crise ou une forme de cohérence. On reste un pays politique et on reste un pays qui se nourrit en général de la conflictualité politique beaucoup plus que le consensus. Cette culture dans l'antagonisme. On est dans cette culture-là, notamment lorsqu'on regarde par rapport à nos voisins allemands. Et ne serait-ce que dans notre jeu institutionnel, avec le fait majoritaire qui fait que de toute façon, quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez rien. Guillaume, est-ce qu'il y a une ligne chez LR sur le deal ou non avec Macron? Est-ce que ça évolue? Est-ce que vous avez senti des choses bouger depuis le 19 juin au soir? Moi, je sens quelque chose bouger. Déjà, quand on entend Olivier Marleix, qui est quand même réputé pour être un pur et dur depuis 3 semaines, l'auteur d'un livre qui avait été un vrai réquisitoire. Absolument. Qui on l'entend il y a quelques secondes, dit « Je me suis entretenu avec la Première ministre qui a fait preuve d'écoute et avec qui on peut discuter ». C'est pas exactement le même discours qu'on avait il y a 2-3 semaines. Et moi, j'ai plusieurs parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs, les Républicains, qui me disent d'ailleurs, la Première ministre, c'est pas mal depuis 3 semaines, on peut échanger, elle nous appelle. Ces premières semaines, c'est plutôt réussi, je trouve, pour Elisabeth Borne, parce qu'elle donne le sentiment d'échanger, elle donne le sentiment de vouloir négocier. Vous me direz, elle n'a pas vraiment le choix. Mais c'est vrai qu'au sein des Républicains, on sent quand même qu'il y a une petite évolution, probablement, comme le disait Jean-Pierre Mignard, parce qu'ils se disent qu'il faut davantage jouer la responsabilité pour la suite. Et puis peut-être, on en parlera, je crois également, qu'à côté d'eux, ils ont 89 députés du Rassemblement national qui, eux, jouent la responsabilité et qui ne demandent qu'une chose, c'est de les croquer. Justement, trouver les voix qui lui manquent chez LR, c'est aussi surtout un moyen pour la majorité présidentielle de refuser le baiser de la mort que lui adresse
le Rassemblement national. Marine Le Pen a elle-même annoncé dès lundi dernier que son groupe voterait le texte pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. C'est le grand arbitre, d'une certaine façon, des élégances, le Rassemblement national aujourd'hui. C'est leur tentative, en tout cas. C'est exactement ce qu'il leur faut aujourd'hui pour tenter de s'institutionnaliser et de réussir à vraiment marquer le pas et passer le cap de la tolérance finalement dans l'opinion publique et de pouvoir devenir totalement acceptable comme potentiel parti de gouvernement, puisque c'est ça qu'ils tentent de faire. Donc aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à se positionner de manière plus radicale vis-à-vis des LREM. La difficulté, ça va être sur le temps long. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir cette position ? Parce qu'on sent déjà que les déçus de Reconquête ont potentiellement envie aussi de retrouver une nouvelle vie. Elle est gagnée, cette bataille de la respectabilité dans l'opinion pour le Rassemblement national ? Il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt et ce n'est pas encore complètement visible. C'est-à-dire qu'on va en parler ici sur ce plateau et on en parle également par ailleurs. On sait que ça met du temps, en fait, d'une manière générale, pour les Français, pour se rendre compte, en fait, de ce que peut être clairement les prises de position de la part des uns et des autres. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un bruit médiatique qui le laisse entrevoir que on est face à une surprise par rapport à la manière dont Marine Le Pen et ses différents candidats, enfin ses différents députés peuvent se positionner par rapport au président de la République. Il y a une donnée d'opinion qui a été peu commentée, enfin en tout cas dans le cadre de notre dernier baromètre, c'est que quand vous interrogez sur la confiance qui est exprimée à l'égard des différents acteurs, sur les 6 premiers, vous en avez 3 qui sont proches soit du Rassemblement national, soit de Reconquête. Il s'agit de Marine Le Pen, il s'agit de Marion Maréchal, il s'agit également de Jordan Bardella. Tout ceci se passe quand même dans un environnement d'opinion où le niveau de confiance a tendance à croître auprès de la plupart des dirigeants qui sont des dirigeants qui se situent le plus à droite sur l'échiquier politique, sans même que ça ne suscite véritablement de débats ou d'émotions de la part de ceux qui ne sont pas proches de ces soutiens. Passé Édouard Philippe, la deuxième personnalité hors gouvernement à qui les Français accordent le plus leur confiance. Le confiance, c'est pas une question d'image ou d'opinion, c'est Marine Le Pen. Voilà, c'est Marine Le Pen avec plus d'un tiers des Français. Donc faut voir vraiment ce que peut être cette modification profonde d'opinion. Ça veut dire que la critique du camp macroniste et d'Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs en premier sur le fait que le Rassemblement national ne serait pas un parti de gouvernement, c'est quelque chose qui est en train de devenir caduque Non seulement ça a tendance à devenir caduque, et même en fait un des registres qui était un des registres de critique à l'égard du Rassemblement national, c'était la question de la compétence, a tendance à devenir aujourd'hui complètement balayé d'un point de vue d'opinion. À la veille en fait du deuxième tour du débat d'entre-deux tours, on avait réalisé une étude et on voyait bien que d'un point de vue d'opinion, même Marine Le Pen disputait à Emmanuel Macron la capacité à pouvoir être compétente pour être présidente de la République. Par rapport au débat d'entre-deux tours de 2017, on a pu voir la très profonde évolution qui a été effectuée par le Rassemblement national. Parcours, je reviens vers vous, Guillaume. C'est un piège pour le gouvernement aujourd'hui, le Rassemblement national ? C'est un piège parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est-à-dire qu'on voit la majorité au sein de l'Assemblée nationale, soit finalement le RN s'oppose totalement et vote avec la NUP et une partie des Républicains sur certains textes. Et dans ce cas-là, finalement, le gouvernement peut être en minorité, comme il n'a qu'une majorité relative. Soit le RN vote certains textes ou certains articles. Et là, effectivement, la majorité et le gouvernement sont accusés finalement d'une forme d'alliance de circonstances avec le parti de Marine Le Pen. Vous parliez tout à l'heure de baiser de la mort, c'est exactement ça. On sent qu'ils ne savent pas trop quelle ligne adopter. Officiellement, la ligne, c'est on n'ira pas chercher leur voix, mais en même temps, ils veulent voter pour nous. On ne peut pas les empêcher de voter pour nous. Ça fait penser un peu à ce qui s'était passé dans les régions, notamment en 98, où à droite, certains avaient dit « Non, il n'y a pas eu d'accord, ils ont voté pour nous ». On se rappelle notamment Charles Millon en région Rhône-Alpes. Et puis c'est un petit peu ce que dit la gauche aussi. Et c'est un petit peu effectivement aussi ce qu'on voit à gauche. Et c'est aussi ce qui a expliqué le fait qu'Elisabeth Borne ne sollicite pas la confiance des parlementaires. Quand vous en parliez avec son entourage ou avec l'entourage d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il m'expliquait que clairement, ils avaient fait tous les calculs. Ils avaient pris député par député. Ils avaient le sentiment que ça pouvait passer, qu'elle avait une chance assez forte d'obtenir la majorité. Mais leur crainte énorme, c'était qu'elle ne l'obtienne que grâce notamment à l'abstention des députés du Rassemblement national. Évidemment, ça n'aurait pas fait bon genre et donc ils n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Et derrière ça, il y a évidemment cette stratégie finement préparée par le Rassemblement national. Oui, alors déjà, sur ce texte en particulier qu'on voit, parce que le pouvoir d'achat, Marine Le Pen en a parlé depuis des semaines, depuis des mois, tout au long de l'élection présidentielle. Et donc quand elle dit, la semaine dernière sur RTL, ce texte, on va le voter, il n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien, c'est pour vraiment continuer d'apparaître. En tout cas, c'est ce qu'elle dit comme le parti du pouvoir d'achat. Ensuite, on le disait, c'est 89 députés, même elle,
elle n'imaginait pas en avoir autant. Donc, elle est bien décidée à en faire quelque chose. C'est exactement cela. Après s'être dédiabolisée, finalement, elle veut s'en servir pour s'institutionnaliser dans le paysage politique et montrer que ces députés, finalement, ils seraient absolument comme les autres. Et derrière ça, il y a effectivement un objectif, c'est d'apparaître comme l'alternance à Emmanuel Macron dans 5 ans. Et on le voit même physiquement, hein, au sein du Palais Bourbon. Il y a le petit groupe des députés et les Républicains, et puis il y a les 89 du Rassemblement national à côté. Et effectivement, quand vous échangez avec les députés des Républicains, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, nous, notre crainte, clairement, c'est qu'aux yeux des Français, finalement, ils deviennent le RPR des années 80-90 et qu'ils nous dévorent tout cru jusqu'au dernier député. Et Jean-Pierre Mignard, ce rassemblement national-là, il ne se combat pas de la même manière que le Front National. Non, bien sûr. Je pense qu'il faut toujours regarder du côté de l'Italie. Il se passe toujours des choses en Italie. C'était un laboratoire, ce pays. Et c'est vrai que M. Salvini se trouve avec le parti de la gauche démocratique. C'est très vaste. Hein. Tout le monde, bien, c'est une habitude. Qui, à la fin, va l'emporter, hein. On parle même maintenant de Fratelli d'Italia qui serait en mesure, peut-être, effectivement, d'amener le pion à M. Draghi. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir le conserver. Or, Emmanuel Macron il voit toujours les Italiens, il est toujours avec Draghi, etc. Il attache une grande importance à ça. Peut-être que l'on va, avec ce nouveau Parlement, peut-être qu'on va vers petit à petit une sorte de situation à l'italienne, si la majorité elle-même n'est plus tellement sûre des choix qu'elle doit faire. On voit ici d'ailleurs qu'il y a simplement de la majorité. Il y a quelquefois on bouge sur les taxes sur les super-profits. Deuxièmement, sur la position vis-à-vis de Mme Cayeux, c'est bien ça. Là-dessus, il n'y a pas d'accord. Bon. Donc il peut y avoir au sein de la majorité alors je ne dis pas des retours d'âge ou des retours de gauche, mais en tout cas, jusqu'où va-t-on aller? Je pense que Mme Le Pen l'a parfaitement compris, LR l'a bien compris, il peut même y avoir une sorte de course en sac entre LR et RN, lequel ira le plus vite et le plus loin pour faire refonder une majorité à l'intérieur de l'Assemblée, différente de celle que l'on voit compartimentée aujourd'hui. Je pense qu'il va se passer des choses tout à fait importantes, et donc la refondation, comme vous le dites, Guillaume Daré, d'une grande droite. Et puis il y aura la gauche. Finalement, on retourne avec ce deuxième et dernier mandat d'Emmanuel Macron. On va retourner aux fondamentaux avec une droite reconstituée et une gauche. Voilà. Hein, voilà, c'est ça la vie. Ce sera le mot de la fin de ce premier débat. Merci à tous d'y avoir participé.